Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box et vous nous retrouvez en parallèle chaque jour également en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'Europe reste à l'honneur avec tout d'abord la Banque Centrale Européenne qui a procédé cet après-midi à sa 6e baisse de taux depuis la première du mois de juin 2024, ramenant son taux de dépôt à 2,5% pour le message envoyé par Christine Lagarde. Il faut comprendre que les incertitudes sont partout aujourd'hui, plus envahissantes que jamais. Toutes les variables que suit la Banque Centrale Européenne sont bouleversées et peuvent être encore bouleversées demain, que ce soit du côté du commerce mondial, du risque géopolitique bien sûr, ou encore de la dépense budgétaire qui a été initiée par l'Allemagne de Friedrich Merz. Tout ça évidemment trouble un petit peu l'analyse et la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne. Le sens du voyage est désormais un peu moins clair, même si le marché anticipe encore que des baisses de taux peuvent être possibles à l'occasion notamment du prochain meeting du mois d'avril qui se tiendra le 17 avril précisément. Parmi les grandes inconnues qui pourraient être levées d'ici là, la stratégie tarifaire de Donald Trump avec une vague de tarifs attendue peut-être dès le début du mois prochain à partir du 2 avril selon les calendriers qui sont donnés aujourd'hui par les équipes du cabinet de Donald Trump. L'Europe change de visage avec une Allemagne effectivement qui fait sauter son plafond d'endettement pour dire les choses simplement. En tout cas, le bazooka allemand a bousculé les marchés hier. Intéressant de noter que l'euro tient au-delà de 1,08 et s'est même renforcé encore un petit peu aujourd'hui. Et les taux allemands tiennent également sur les niveaux qu'ils ont atteints très rapidement. Une hausse de 30 points de base en quelques heures à peine, avec un 10 ans allemand qui s'établit aujourd'hui à 2,90%. Côté américain, on sent que la dynamique est un peu moins positive et Donald Trump se retrouve peut-être un peu cornérisé, empêtré en tout cas dans les tarifs annoncés contre le Canada et le Mexique avec une nouvelle reculade. Les produits automobiles couverts par l'accord de libre-échange entre États-Unis, Canada, Mexique vont être sortis de ces tarifs de 25% pour une durée d'un mois et d'autres produits pourraient être également exemptés pour une période d'un mois. Les va-et-vient sur les tarifs perturbent un petit peu les marchés et les marchés américains notamment, contrairement aux marchés européens qui en profitent pour l'instant à plein. Voilà pour les sujets de discussion. Nous en parlons dans Planète Marché avec nos invités dans un instant et nous retrouverons également Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse tout à l'heure. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La Banque Centrale Européenne a donc procédé à une nouvelle baisse de taux d'1 quart de point. Oui, sans surprise, la BCE a baissé ses taux de 25 points de base, ramenant le taux de dépôt à 2,50%. Après 6 baisses de taux depuis le mois de juin, la BCE considère que sa politique monétaire est sensiblement moins restrictive et que toutes les options sont désormais ouvertes pour la suite en fonction des données. Les projections d'inflation sont revues à la hausse pour 2025 à 2,3%, mais les projections pour 2027 ont été revues à la baisse à 2%. Concernant la croissance, elle est revue à la baisse pour 2025 et 2026. Quelle est la situation du marché obligataire et les réactions qu'on a pu observer après le discours de Christine Lagarde ? Le rendement allemand à 10 ans poursuit son envolée commencée hier et s'établit aujourd'hui à 2,90%. L'ensemble des taux en Europe est emporté encore aujourd'hui par ce mouvement avec un 10 ans français qui remonte à 3,60%. Les rendements portugais et espagnols sont au plus haut depuis un an. Côté américain, le rendement à 10 ans remonte à 4,3% environ. Côté devise, le boom de l'euro se poursuit aujourd'hui encore avec un euro-dollar à 1,0840. Depuis le début de la semaine, l'euro a gagné plus de 4% par rapport au dollar, du jamais vu depuis plus de 15 ans. Qu'en est-il des marchés d'actions et des indices actions précisément, Pauline ? Les indices européens consolident aujourd'hui après avoir été boostés hier par les annonces de l'Allemagne. Le DAX gagne encore du terrain aujourd'hui. Le Stoxx 600 évolue autour
autour de l'équilibre. En France, le CAC 40 se maintient autour des 8200 points, tiré aujourd'hui par Téléperformance qui gagne 7% et qui rebondit pour la deuxième séance d'affilée. Côté américain, nouvelle reculade de Donald Trump et de son administration sur les questions tarifaires. Un répit supplémentaire a été accordé au Mexique et au Canada. Oui, la Maison-Blanche l'a annoncé hier. Un sursis d'1 mois est accordé aux constructeurs automobiles canadiens et mexicains pour leurs véhicules couverts par l'accord de libre-échange. Les titres General Motors, Ford et Stellantis sont en hausse. Bon, d'autres produits que les seuls produits automobiles pourraient également être exemptés pour cette période d'1 mois, a indiqué tout à l'heure le secrétaire au commerce Howard Lutnick. Au sein du CAC 40, quelques résultats encore qui viennent boucler cette saison de résultats et des publications annuelles avec les chiffres de Bouygues publiés aujourd'hui. Le groupe fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% sur un an à 57 milliards d'euros. Le cash flow libre progresse de 8% sur un an. Le résultat net s'élève à plus de 1 milliard d'euros et progresse par rapport à décembre 2023. Enfin, le dividende est en hausse de plus de 5% et sera versé le 7 mai. Le titre progresse de 4%. Et puis le titre Air France KLM s'envole après ses résultats. Oui, la compagnie aérienne française bondit en effet de 25% en tête du SBF 120 après avoir fait état de meilleurs résultats que prévu au 4e trimestre, avec une forte dynamique commerciale en fin d'année. Le chiffre d'affaires progresse de plus de 6% sur le 4e trimestre à 8 milliards d'euros. Pour l'ensemble de 2024, les résultats restent toutefois moins positifs. Le groupe confirme par ailleurs ses perspectives 2026-2028. Toujours au sein du SBF 120, JCDecaux est également en forte hausse aujourd'hui. Oui, le titre bondit de plus de 13% au cours de la séance et à l'issue de ses résultats annuels. Pour l'ensemble de l'année 2024, le groupe d'affichage publicitaire fait état d'un bénéfice en hausse de 24%, porté par ses activités numériques à 260 millions d'euros. JCDecaux dépasse ainsi ses niveaux d'avant Covid. Quel sera le programme de demain pour terminer cette semaine, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance des résultats de Broadcom publiés ce soir après la clôture des marchés. Et côté Macron, on prendra connaissance demain du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain pour le mois de février. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous, le directeur des investissements de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Alexandre Taïeb nous accompagne également, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Et Bastien Dru à nos côtés, responsable de la recherche et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonsoir à vous Bastien. Bonsoir. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Bastien, votre lecture. Alors, j'inscris le 5 mars 2025 dans une série de dates historiques pour la zone euro. On avait eu le 26 juillet 2012, Whatever It Takes. Il y avait eu, alors je crois autour du 8 mai 2020, mais l'annonce du programme d'endettement commun pour traiter la question Covid et initier le plan Next Gen EU. À l'époque, c'était Emmanuel Macron et Angela Merkel qui s'exprimaient conjointement. Et le 5 mars 2025, qui est peut-être un virage historique pour l'Allemagne. Et donc pour l'Europe, Bastien, est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une version économique de l'Europe plus optimale? Alors, en tout cas, le renversement de tendance, il est extrêmement clair pour l'Allemagne. Faut quand même rappeler que l'Allemagne vient de sortir il n'y a pas si longtemps de à peu près 15 ans d'Angela Merkel dans le cadre de son mandat, il ne s'est à peu près rien passé. Il y a eu une baisse des dépenses qui a été extrêmement forte. Il y a eu très peu d'investissements qui ont été faits. Et là, l'Allemagne est en train de parler de potentiellement 1000 milliards de dépenses, avec les 500 milliards d'infrastructures sur 10 ans, évidemment. Le fait de passer des dépenses de défense de 1,5% du PIB à 3% dès l'année prochaine, et puis de maintenir ce niveau-là dans le temps. Et en fait, quand on calcule les chiffres... quand on regarde ce que ça représente, oui. C'est énorme en fait. Bien sûr. Donc rien que 500 milliards, on est déjà à plus de 10% du PIB. Si on regarde que l'infrastructure, c'est plus de 10% du PIB. Si on vient rajouter la défense, on arrive à peut-être 20 à 25% du PIB allemand. Et au niveau de ce que ça représente du PIB de la zone euro, c'est 6 à 7% du PIB de la zone euro. Quand on parle de bazooka, c'est pas une image usurpée. Non. Donc là, l'austérité, donc le Schwarznull de Wolfgang Schäuble, d'Angela Merkel, etc., il est vraiment derrière nous. Et là, on est en train de basculer dans une phase
où l'Allemagne va dépenser vraiment beaucoup plus d'argent et toute cette capacité budgétaire qui a été créée par Angela Merkel, mais au détriment de la qualité des infrastructures et puis de tout un tas de choses, là, c'est une vraie révolution qui est devant nous, quoi. Donc, juste pour avoir en tête, là, 6 à 7% du PIB de la zone euro, c'est à peu près ce que Biden avait fait quand il avait été élu. Quand Biden avait fait passer l'American Rescue Plan, c'était à peu près 7% du PIB aussi. Et à l'époque, quand on regardait l'impact de marché, on avait aussi eu des taux qui avaient beaucoup monté. On va dire, ça s'est passé sur 2 à 3 mois, mais on avait un taux 10 ans qui avait monté d'à peu près 80-90 BP. Et on avait des marchés actions qui avaient évidemment bien réagi à ces annonces de Biden à l'époque. Ouais. Donc là, c'est exactement la même chose. On a l'amplitude, l'ordre de grandeur, c'est à peu près le même. Là, sur une semaine, on a des taux 10 ans allemands qui ont pris quasiment 50 BP. Enfin, avec le mouvement du jour, ça fait ça, de toute façon. Ouais, on y est. Et en fait, on retrouve tout à fait la réaction de marché typique d'annonce, de bazooka budgétaire. Et donc ça, on retrouve. Alors après, dans l'implémentation, on en parlait un peu avant l'émission, l'implémentation, c'est toujours compliqué. Des programmes d'infrastructure, c'est sur 10 ans, c'est à quel rythme ça va être fait, comment ça va être financé, etc. Donc là, il y a beaucoup de questions. Puis après, il va encore y avoir des négociations avec les Verts pour faire passer ça dans les prochains jours, enfin même aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. En revanche, la volonté de mettre un plan de plus de 20 points de PIB affiché par Friedrich Merz, c'est une révolution allemande, quoi. C'est vraiment. Et c'était pas dans les cartes, Bastien, parce que tous ces sujets-là, on en parle. Je vais pas dire, on en parle depuis quelques mois, on en parle depuis 15 ans pour certains d'entre vous et d'entre nous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y avait une pression supplémentaire, évidemment, autour de l'Allemagne, puisque ça fait 5 ans qu'il n'y a plus de croissance en Allemagne, etc. Donc l'urgence n'arrêtait pas de monter. Mais il y a encore quelques jours ou quelques semaines, les chiffres qui circulaient, c'était, quelques centaines de milliards, 200 milliards. Oui, non, mais c'est beaucoup plus que prévu, en réalité. C'était beaucoup plus que prévu. Après, on peut aussi se poser la question, est-ce que les élections se seraient passées comme ça si on avait eu des chiffres annoncés avant les élections? Donc peut-être que ça aurait changé aussi le résultat des élections. Ça, on ne peut pas trop... c'est un politique, Merz. Oui, mais en fait, vraiment, il faut vraiment... Il gérera son opinion politique. Peut-être que certains lui reprocheront... cette espèce de virage qui n'était pas sensible dans la campagne qu'il a menée, j'entends. Mais... Donc c'est évidemment parce que tout le monde réclamait depuis une quinzaine d'années, parce qu'en Europe, qui a de la capacité budgétaire? Il n'y a que l'Allemagne, quelques autres, la zone Deutschmark, les Pays-Bas, voilà. Mais il y a quand même énormément de pays qui n'ont qui ont très peu de capacité budgétaire, et donc tout le monde attendait à ce que l'Allemagne finalement dépense de l'argent, et il semble que ça arrive, et il va dépenser donc beaucoup d'argent, beaucoup plus que prévu. C'est pour ça qu'on a cette réaction de marché qui est aussi forte, quoi. Et je reviens à ma question initiale, est-ce que c'est une version plus optimale de l'Europe qui est en train de prendre forme là aujourd'hui? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on avait un pays qui était au centre de l'Europe et qui dépensait rien et qui laissait finalement les autres prendre en charge la dépense budgétaire, disons, quoi. Donc là, oui, c'est quelque chose de beaucoup plus homogène qui est en train de se mettre en place. Alexandre, l'Europe change de visage, vos commentaires, l'analyse qu'on peut faire un peu à chaud. D'ailleurs, Christine Lagarde était un peu embêtée. En 24 heures, elle dit on n'a pas le temps de produire, en tout cas, une pensée économique du point de vue d'une institution monétaire qui soit ferme et définitive. Donc on en est tous là un peu aujourd'hui. 24 heures pour la BCE, c'est une seconde pour nous. Donc forcément, ça va très très vite. Non, c'est effectivement l'Allemagne. L'Allemagne est en train de changer de braquet complètement. Il y a un vrai tournant à 180 degrés, ça c'est sûr. Il y a l'effet d'annonce qui joue positivement sur le marché, au moins sur le marché action, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, pour nuancer un petit peu le propos, peut-être mettre un peu de scepticisme dans tout ça. Pour l'instant, toutes les dépenses de la défense ne vont pas être comptées dans le déficit, dans la dette, etc. À un moment donné, il va falloir voir comment on finance tout ça. On parlait des pays qui ont moins de capacité budgétaire, on peut parler de la France. La France aussi va devoir dépenser à un moment. L'Europe, en tant qu'entité à part entière, va devoir dépenser plus. Donc, il faut voir comment tout ça va se financer. Alors,
On voit un certain appétit du marché, on parle maintenant de war bonds. On sent qu'il y a un appétit pour cette nouvelle dette-là. Au niveau européen, au niveau européen. Bien, c'est ça, de project bonds destinés à financer la défense. Puis il faut voir aussi, parce que vous parliez en préambule des dates historiques, 2020, 2012, etc. Mais finalement, l'Europe est restée la même. Elle gère une urgence criante. La situation de l'Allemagne au départ, on en a parlé juste avant, c'est pas de croissance, c'est un manque d'infrastructures, c'est pas d'indépendance énergétique et quasiment pas de défense au moment où quand même la situation géopolitique est assez stressée. Donc en fait, ils réagissent très fortement à une urgence criante et qui est totalement nécessaire. On peut parler d'autres éléments, il y a aussi des assouplissements réglementaires. Typiquement sur le gaz russe, c'est pas une bonne volonté de la part des Européens de rouvrir le gaz russe, c'est que les stocks sont extrêmement bas et qu'on doit arriver normalement à 90% de stockage avant l'hiver. Là aujourd'hui, on est plutôt entre 20 et 30% selon les pays européens. Donc ça ne change pas. On devait éteindre notre approvisionnement en gaz russe parce qu'il y a encore un reliquat de gaz, d'approvisionnement qui se fait via le gaz russe. Oui. Cette phase d'extinction a été un peu reportée, décalée. Tout à fait. Et dernier point sur le scepticisme, l'effet en tout cas des dépenses sur la défense ne devrait pas être énorme sur la croissance dans un premier temps. Le plan d'infrastructure, c'est autre chose. En revanche, ça peut avoir un effet inflationniste assez fort. Donc là, il va y avoir un sujet sur l'inflation qui pourrait revenir, sur comment va réagir la BCE à ça et l'impact que ça aura sur les taux. C'est le vrai risque pour vous, effectivement, et d'ailleurs j'aime bien le parallèle que Bastien faisait avec le plan Biden. On a beaucoup aussi critiqué, je ne sais pas, en tout cas dans la séquence inflationniste américaine, l'analyse ex post qu'on en a faite, c'était quand même de dire que la partie budgétaire avait été une variable très importante dans l'envolée de l'inflation. Complètement, ça risque d'être la même chose pour la zone euro. Et donc Christine Lagarde a raison d'avoir tenu une réunion j'allais dire, sans donner de grandes indications pour la suite. C'était le rôle qu'elle devait jouer là aujourd'hui ? Tout à fait. Enfin, moi je pense qu'elle a raison dans le sens où elle est extrêmement prudente, elle a bien souligné les incertitudes et c'est totalement vrai. Et surtout, elle a très fortement insisté sur le fait qu'elle ne soit pas préengagée à quoi que ce soit. Ils le sont jamais, mais là, elle l'a dit encore moins que d'habitude. Voilà. On s'engagera, on est engagé encore moins que d'habitude pour la suite. Exactement, ce qui lui laisse un champ un peu plus libre, que ce soit d'un point de vue soutien ou d'un point de vue restrictif pour les mois à venir. Probablement qu'on attend encore une coupe de taux. Mais ce qui m'intéresse un peu plus, c'est peut-être une des dernières questions qui a été posée, c'est sur le QT et sur la partie longue de la courbe. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Parce que sur la défense et sur les infrastructures, l'endettement que ça engrange pour les pays, c'est du long. Bien sûr. Donc c'est sur les taux longs qu'il va falloir voir ce qu'elle fait. Bon, le QT, c'est le resserrement passif du bilan de la Banque Centrale Européenne qui est en cours depuis un petit moment. Elle a dit pour l'instant, c'est pas quelque chose, c'est pas une variable importante pour elle, en tout cas dans la gestion de la politique monétaire en zone euro. Nicolas, vos commentaires sur ce qui est peut-être quand même une nouvelle Europe ? Oui, je mets un peu d'emphase, j'avoue. Pas mal. Bon, déjà, merci pour tous ces commentaires. Effectivement, je crois que ça décrit bien la réaction de marché. Après, en tant qu'investisseur, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je suis d'accord avec ce qui est pricé ou pas. Voilà. Aujourd'hui. Après ce mouvement-là que vous avez décrit. Et est-ce que c'est une nouvelle Europe ? Évidemment, je l'espère. Après, je voudrais juste insister sur 3 points de réflexion. Premier point, est-ce que le plan, et tout ce plan est approuvé ? La réponse est non. Pour, par exemple, juste, je crois, adopter le retrait de la Golden Rule sur la règle budgétaire, il faut l'accord du Bundestag. Et du Bundesrat. Oui. L'accord du Bundesrat. Je crois que c'est aux 2 tiers. Oui. Donc, il va y avoir des discussions. Donc, je sens que même au sein de l'Allemagne, je dirais que ce plan, très ambitieux, de la part du chancelier, et ça c'est clair, ce qui est historique, d'avoir un chancelier qui parle du whatever it takes, ça c'est historique. Conservateur. Non mais c'est ironie de l'histoire, voilà. Magnifique. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que est-ce que l'Allemagne va approuver complètement cela ? Est-ce que ça va être réellement implémenté ? Et aussi, est-ce que l'Allemagne est en capacité industrielle à vraiment implémenter tout ce plan aussi massif qu'il est annoncé ?
Donc ça, c'est le premier aspect. Et moi, ce que je constate, c'est que ça n'aura aucun impact, a priori, sur la croissance en 2025, qui restera faible. Et potentiellement, en 2026, il faut le mesurer. Et si Christine Lagarde, avec ses équipes économistes, ont du mal à le faire, soyons humbles de dire que c'est compliqué pour nous aussi de l'estimer. Le deuxième point, c'est quel impact sur l'Europe et la croissance européenne. Et là, l'Allemagne est très importante, représente quoi ? 30% du PIB européen. Est-ce que les autres pays européens ont la même capacité de relance ? Certainement pas. Ni la France, ni l'Italie ou l'Espagne, pour les raisons aussi que pour l'Espagne ou l'Italie, la guerre en Ukraine semble très loin. Et je ne pense pas que Mélanie soit du tout dans cette perspective-là. Tous ces pays-là n'ont peut-être pas besoin d'efforts de relance aussi importants que l'Allemagne est, semble-t-il, destinée. Mais donc, je vais du plus particulier au plus loin. Ah ouais. Donc, sur l'Europe, au mieux, on a une économie qui peut vraiment, effectivement, générer de la croissance pour 30%, avec des effets multiplicateurs, mais qui sont incertains. Et de l'autre côté, on a des pays qui, potentiellement, doivent faire même plutôt des mesures de restriction. Ça, c'est le deuxième point, donc de l'incertitude. Et puis le troisième point, qui est pour moi le plus important, en fait, et ce n'était pas vraiment l'objet de la question, puisqu'on parlait de l'Europe, et c'est la croissance mondiale et la politique des tarifs. Ouais. Et ça, c'est la croissance mondiale. Et là, l'incertitude, Christine Lagarde a parlé d'incertitude phénoménale. Eh bien, effectivement, l'incertitude est phénoménale. Et s'il y a des tarifs, notamment des tarifs sur les exportations européennes, eh bien, l'industrie allemande va souffrir particulièrement. Donc, quand je mets ces trois éléments ensemble, évidemment, je suis ravi et j'espère que ça va fonctionner. Mais à court terme, je me dis que la croissance européenne va rester timide et que le risque, c'est quand même, en gros, 0,9 de croissance en Europe. C'est ça la prévision. Prévision, ce qui est en ligne maintenant, enfin, c'est ce qu'ils ont sorti. Nous, c'était notre prévision aussi. Et quoi, 1,5 en 2026. Est-ce que ça peut amener à un peu plus de croissance et une meilleure performance des actions européennes ? Oui, c'est pricé. Des taux allemands plus élevés ? Oui, maintenant, c'est pricé. Et maintenant ? Oui. Et maintenant ? Non, mais et il y a encore des risques à court terme, j'entends, mais sur le moyen long terme, sur la perception que le marché ou que les investisseurs pourraient avoir de l'Europe, encore une fois, la réaction de marché elle est intéressante, non seulement parce qu'elle tient aujourd'hui, mais qu'elle a été d'une ampleur considérable, historique de ce point de vue-là. Ce qui est historique, c'est la hausse des taux allemands. Oui, alors moi je veux bien que vous nous expliquiez aussi ce qu'il y a derrière cette... Comment elle se décompose ? Est-ce que c'est une bonne hausse des rendements allemands ? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est la prime de terme qui monte ? Est-ce que le marché se met à douter de la signature allemande ? Ce qui serait une folie totale, on n'est pas j'imagine. du tout à douter de ça. D'accord. Non. Ici, on a eu la hausse la plus élevée sur les taux allemands depuis, je crois, la réunification, et sur une journée, 0,30%. Et bon, il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais la première façon, c'est simplement que si l'Allemagne fait ses plans de relance, elle va devoir émettre davantage de dettes, donc beaucoup d'émissions, donc beaucoup d'offres, pour une demande à changer. Donc mécaniquement, on a un prix qui baisse, donc un taux qui monte. Ça, c'est une vision. Une autre vision, ça consiste juste à dire, eh bien, les taux longs, c'est simplement le reflet des antillations de croissance et des antillations d'inflation. Et avec un plan de relance aussi massif, les antillations d'inflation comme de croissance pourraient être pricées. Donc ce qui se passe est parfaitement normal. Mais néanmoins, tout va bien si on est à 3%, effectivement. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, en fait, quand je dis ça, c'est et maintenant, qu'est-ce que fait l'investisseur ? Et donc, en gros, c'est OK, c'est pricé à 3%. J'achète ou j'achète pas les taux allemands ? Moi, j'achète. Voilà. C'est bien. Enfin, on a un point d'entrée sur du Bund. Voilà. Je dis ça. Enfin, il y a un prix acceptable sur de la les taux dette italiens, allemande. 4,5. Oui, c'est plutôt des niveaux d'achat. Ouais. Et à ce niveau-là, est-ce qu'on est acheteur d'actions européennes ou pas ? C'est ça la grande question. Hein. Alors, à court terme, on peut toujours dire oui, mais à long terme, c'est le grand soir, on va... Oui, peut-être, mais ici, c'est la question. Est-ce que l'investisseur, Et là, vous trouvez que le marché a déjà, au minimum, bien valorisé tout ce qui s'est passé en 48, 72 heures, quoi. Il me semble, sur certaines classes d'actifs, certainement, sur certains secteurs. Moi, aujourd'hui, je veux bien croire, et c'est vrai qu'on est dans un environnement où les taux allemands peuvent monter plus que les taux américains. Ça, c'est le truc énorme qu'on a vu. Le différentiel entre les taux, ça s'est effondré. On était à 180, on est passé à 150, on est à 140. À ce rythme-là, on va à 100 points. Donc ça peut continuer. La surperformance des marchés européens contre marché américain, action, bien sûr. Mais pour moi, le juge de paix, au-delà de tous nos discours qui sont européens, c'est la croissance mondiale et comment les incertitudes aujourd'hui politiques américaines peuvent impacter la croissance mondiale. Et voilà, quand on élit un clown, on s'attend à un cirque. Et donc, et donc voilà. Et donc à la fin, est-ce que la croissance américaine, est-ce que les chiffres de l'emploi demain
sont bons. Est-ce que la croissance, on a eu quelques signaux de ralentissement, est-ce que ça tient ou pas? Parce que si la croissance américaine flanche, l'Europe n'est certainement pas une île isolée, et cette belle histoire européenne, qui peut fonctionner, sera largement impactée par un ralentissement de la croissance mondiale. C'est ça aujourd'hui que on se donne les moyens, peut-être pas pour tout de suite, mais pour le futur, d'être peut-être moins dépendant de ce genre d'aléas. Imaginons qu'il y a un cessez-le-feu dans 6 mois. Est-ce que vous croyez qu'on voudra faire 1% de défense sur encore 1% de PIB sur la défense? J'en sais rien. On verra. Je suis d'accord avec vous, Nicolas. On verra. Mais ce qu'annonce Merz, ils ont quand même bien intégré l'idée que potentiellement, il était possible qu'il y ait un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie dans les prochains mois. Donald Trump l'a annoncé, l'a prévu, l'a programmé. Ils n'annoncent pas ça en pensant que la guerre va être éternelle. Et pour le coup, le cessez-le-feu sera positif pour les actifs européens. Ouais. Bon. États-Unis alors? Oui. Marché du travail? Non, mais vous aimez bien creuser les données du marché du travail, Bastien. Là, on est en pleine semaine de l'emploi américain. Non, mais la vibe Trump est retombée. Beaucoup d'enquêtes de morale ont quand même rendu une partie de ce qu'elles avaient donné et des esprits animaux qui s'étaient envolés au moment de l'élection. Est-ce que pour l'instant c'est juste une question d'enquête ou est-ce qu'il y a déjà des données dures aussi qui pointent vers quelque chose un ralentissement plus rapide et plus fort que ce qu'on pouvait imaginer de l'économie américaine? Alors il y a plein de statistiques en dur. Il y a eu le déficit commercial qui a explosé, mais ça c'était en anticipation des hausses de droits de douane et c'est un peu logique quelque part, mais bon, ça jouera négativement sur le calcul de la croissance au premier trimestre. Après, dans ce qui est peut-être un peu plus significatif, qui pourrait durer, on a les dépenses de consommation en janvier qui se sont contractées, c'était le pire mois depuis 4 ans quand même. Donc il y avait eu un peu c'est la même chose, un peu d'anticipation finalement sur le T4. Les ménages s'étaient dit les prix vont augmenter ou il y aura moins de subventions à l'achat des voitures. Donc il y avait eu un peu d'accélération de la consommation sur le T4 2024 et c'est complètement retombé en janvier 2025. On va voir si ça continue, mais c'est déjà un premier chiffre. Enfin, si la consommation nous donne un chiffre négatif sur le mois de janvier, c'est quand même assez fort. Puis après, maintenant, sur le marché du travail, parce que c'est votre question initiale, on a eu les premiers indicateurs cette semaine. Le job report vit toujours sa vie, est toujours un peu particulier, un peu décorrélé finalement des autres statistiques qu'on peut avoir. Néanmoins, ce qu'on a cette semaine, c'est quand même des indicateurs pas terribles sur l'ADP. Alors, je ne sais plus si c'est 77 000 créations d'emplois dans le secteur privé. C'est faible, c'est pas catastrophique, mais c'est faible. Cet après-midi, il y avait aussi le rapport du Challenger Gray and Christmas qui comptabilise les nombres de licenciements secs. Donc là, on était à 177 000, je crois, sur le mois de février. C'est le plus haut depuis juillet 2020. Et dedans, il n'y a pas que du gouvernemental, parce qu'on pourrait dire... Parce qu'il y a le Doge. Oui, voilà. Et là, c'est que 60 000 sur les 177 000. Ou c'est 62 000 sur les 172 000, pardon. Donc, c'est pas que ça. Il y a quelque chose d'un peu plus profond que ça, qui est probablement lié à la politique de Trump en général, avec le fait qu'il y a évidemment une incertitude par rapport aux droits de douane, mais aussi une incertitude plus généralisée avec la suspension des aides d'État, qui aussi cause pas mal de choses négatives pour l'activité, Donc là, puis on a une dégradation du marché du travail en plus du chiffre de consommation, du chiffre de solde commercial, du déficit commercial qui a explosé. Et donc tout ça nous donne quand même des signaux négatifs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, parce qu'on avait quand même une économie américaine qui était super résiliente depuis 2 ou 3 ans, qui a super bien vécu, au moins officiellement, le cycle de resserrement de la Fed. Et là, tout d'un coup, ça va quand même un petit peu moins bien. Et sans parler nécessairement de récession, on pourrait avoir un premier trimestre de croissance négative. Donc il y a le no-cast de la Fed d'Atlanta que tout le monde regarde qui est à moins 2,8, mais bon, on ne sait pas forcément si c'est bien calculé, si ça incorpore, si ça fait les bonnes hypothèses. Mais néanmoins, quand on a une contraction de la consommation plus de l'aggravation du commerce extérieur, ça commence à faire beaucoup, et donc on pourrait avoir la conclusion de ça, c'est que alors qu'on était en train d'évacuer gentiment toute baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, c'est quelque chose qui va revenir dans le jeu. Au moment où on pourra y
y revenir, où on s'interroge de plus en plus sur le sens du voyage de la Banque Centrale Européenne avec tout ce qui bouge en même temps autour d'elle. Pour la Réserve fédérale américaine... Le marché a bien tranché en mettant beaucoup plus de baisse de taux anticipée pour cette année. Enfin, beaucoup plus. Un peu plus. On est aux alentours de 3 pour cette année. Maintenant, le grand discours très important de Powell, c'est demain, en réalité. Parce qu'après, il y aura la période de blackout dans laquelle il ne parle pas avant le FOMC. Et c'est quand même assez marquant, intéressant de voir que Powell a positionné un discours sur la politique, sur les perspectives économiques, demain, juste avant la période de blackout. Donc, je pense que ça y est, il a envie de dire quelque chose, il a envie de commencer. Ils ont un peu de recul maintenant sur la situation. Et quand on regarde ce qu'avait dit quelqu'un comme Christopher Waller, il a dit oui, il y a plein d'incertitudes. Il y a les impôts, il y a l'immigration, il y a les tarifs. Mais à un moment donné, nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on décide de quelque chose. Soit on est en pause, soit on baisse, mais il va falloir qu'on décide de quelque chose. Et maintenant que Trump a commencé à préciser, à sa façon, de façon très floue, et voilà, Nicolas parlait, va utiliser un mot fort tout à l'heure. Le clown, oui. Maintenant qu'on a peut-être un peu plus d'indications par rapport à ça, peut-être que Powell va se positionner de façon un peu plus marquée que ce qu'il a fait, parce que jusqu'à maintenant, les 2 dernières fois qu'il a pris la parole, c'était on ne sait pas, on va voir, on attend de voir ce qui se passe, quoi. Alexandre, est-ce que c'est juste un réajustement là? C'est vrai que sur 2 mois de marché en 2025, on est complètement à l'envers de ce qui a marqué 2024. L'exceptionnalisme américain s'est un peu affaibli. L'Europe, au fond du trou, donne quand même un coup de pied au fond de la piscine pour essayer de ressortir la tête de l'eau. C'est une question de réajustement ou c'est quelque chose qui peut se prolonger, qui peut aller plus loin? Est-ce que les déceptions de l'administration Trump et de l'économie américaine sont encore peut-être devant nous de ce point de vue-là? Ça peut se prolonger, ça peut aller plus loin. Déjà parce que l'incertitude est extrêmement forte sur la politique de Trump, ça c'est le premier point. Sur le discours de demain de Powell, je ne suis pas certain qu'il précise beaucoup sa pensée, parce que je ne vois pas comment il peut en savoir beaucoup plus sur la politique de tarifs à venir. Prochaine date, c'est 2 avril. Tout le monde est focalisé sur le America First Trade Policy qui doit être rendu le 1er avril, je crois. Et donc, tout le monde, Lutnick, etc., tout le monde communique sur la date du 2 avril qui seront les vrais tarifs. Et surtout, il doit voir l'effet que ça va avoir sur une inflation qui est plutôt résiliente aux États-Unis. On n'a pas vraiment cette désinflation qu'on a pu avoir en zone euro. Donc, ça reste un petit peu compliqué. On a bien le ralentissement de la croissance. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est de voir finalement qui a fait l'exceptionnalisme US. Donc effectivement, l'économie US tenait par la consommation, mais particulièrement par la consommation des top 10% revenus. Ouais, d'accord. Ces top 10%, ils font 50% de la dépense totale. De consommation. De consommation. D'accord. Ce qui est un plus haut depuis une vingtaine d'années. L'ordre de grandeur, donc je prends le top 10%, les 30% suivants et le bottom 60%, on est plutôt à 45, 35. D'accord. Là, on est vraiment, c'est le top 10% qui tient. Donc, ce qu'il va falloir suivre, et effectivement, je rejoins totalement ce qui a été dit, il va falloir suivre le marché du travail, et en particulier les licenciements, et en particulier les licenciements d'emplois à haut revenu. Eh oui. C'est là-dessus qu'il peut y avoir un petit souci de dynamique sur l'économie américaine. Et donc, je pense que c'est en partie pour ça que l'administration Trump est en train de back down un petit peu sur les tarifs pour pas relancer trop son inflation et pas tuer complètement sa consommation. Parce que un fait que je trouve drôle, même si on peut pas vraiment en rire, c'est le prix des œufs aux États-Unis. Oui. Le prix des œufs, ça touche plutôt le bottom 60. Ceux qui achètent des œufs pour les revendre aujourd'hui, c'est plutôt le bottom 60. Mais quand on en parle, même en mode blague, et je fais un peu mon magazine People, mais quand on en parle aux Oscars, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. On parlait aux Oscars, j'ai pas su. Oui, bien sûr. Ah non, mais le prix donc c'est grippe aviaire. C'est ça qui provoque la flambée du prix des œufs. Oui. Mais c'est un marqueur effectivement, achat fréquent, etc. C'est quelque chose qui a cranté l'idée d'inflation dans l'esprit d'un bon nombre de même si Américains. Le plus haut revenu le sent pas sur ses dépenses de consommation, bien sûr. Ça peut altérer sa confiance. Le prix à la pompe, le prix des œufs, c'est les trucs du quotidien, quoi. Et donc ça peut avoir un impact fort. Et donc là, je pense que Trump, à un moment donné, qui a quand même fait toute sa campagne sur la baisse des prix,
Va falloir, Ah ouais. même si encore une fois c'est un clown, qui réfléchisse un petit peu. C'est quoi le coup de circuit alors? Si à un moment ça va trop loin, là le S&P a à peine baissé de 5% par rapport à ses sommets, tout va bien. Alors, Mais c'est quoi le coup de circuit si à un moment il faut... sa politique, étonnamment, alors je ne sais pas si c'est sa politique, mais a l'air d'avoir des effets positifs sur certains prix. Le pétrole, par exemple. Je n'arrive pas à expliquer, peut-être que mes camarades La le baisse. feront, pourquoi l'OPEP augmente sa production maintenant. Mais typiquement, il y a une baisse assez forte sur le prix du pétrole, donc le prix à la pompe peut se ressentir aussi à un moment donné. Et puis sur les tarifs, un autre effet positif, mais c'est une digression. Le cas TSMC, qui investit 1000 milliards pour créer des infrastructures de production aux États-Unis. 100 milliards. 100 milliards, pardon. 100 milliards, oui, je crois. 100 milliards, Oui. 100 milliards. C'est aussi assez soudain et étonnant. Et ça peut être un effet positif de rapatriement des capitaux aux États-Unis. Ouais. Donc ça, il va falloir... C'est quelque chose à surveiller. Peut-être qu'il a proposé en échange sa protection au cas où la Chine se réveillerait à un moment donné. Ouais. Mais voilà, c'est pas une interrogation, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Comment vous regardez la situation américaine? Les taux longs ont baissé déjà. Alors, Trump a affiché ça comme étant un de ses objectifs. Donc politiquement, pour l'instant, il est baqué, on va dire. Il est couvert par la baisse des taux longs. Mais est-ce que cette baisse est déjà consommée ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se poursuivre, Nicolas? Je pense que la baisse des taux longs peuvent se poursuivre aux États-Unis. Oui, ça peut se poursuivre. Après, je souscris à ce qu'a dit Bastien. Les données sont quand même difficiles à lire aujourd'hui. Difficiles à lire, donc c'est encore compliqué de porter des conclusions très claires. Mais nous, on suit cela. Parce que je pense que c'est quand même ça le point le plus important dans les prochaines semaines, au-delà de tout. Est-ce que nous, on a toujours tablé sur 2 baisses de la Fed, entre 1 ou 2 baisses. On ne change pas notre vue, même il y a 3 mois, on ne le changeait pas. Aujourd'hui, on ne le change pas, on ne va pas jusqu'à 3 ou 4 baisses, parce qu'on n'est pas dans ce scénario de récession du tout. On est dans un scénario où, effectivement, la croissance peut être là, mais un peu plus faible. Donc voilà. C'est très compliqué, et je pense que personne n'en sait rien, de mesurer l'impact de tout ce bruit sur la croissance américaine. Ce qui est sûr, c'est quand on regarde les indices d'incertitude, on est à des niveaux qu'on n'a jamais connus, qui sont extrêmement élevés. Et ça, à un moment donné, ça impacte le consommateur et l'investisseur. Alors le prix des œufs, moi je ne suis pas l'expert, mais à un moment donné, on entend aussi, et on voit que tous les chiffres qui sont plutôt des chiffres de sentiment, comme le Michigan, sont impactés négativement. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans toute cette vague d'annonces de tarifs, les marchés ont plutôt retenu l'impact négatif sur la croissance que l'impact aussi sur l'inflation. C'est récessif. C'est vu comme étant récessif. Alors que c'est vrai, nous, moi y compris, il y a encore 6 mois, 9 mois, on se disait attention au risque d'inflation. Le marché ne le voit pas comme ça, comme si c'était un risque one-off et qu'après, in fine, c'est récessif. Donc voilà, très attentif à ça. Je pense que c'est ça qui est quand même pour moi un facteur clé sur la capacité du rallye boursier à tenir et un facteur clé pour les taux d'intérêt, y compris les taux d'intérêt européens. J'ajoute que par rapport à tout ce qui a été dit, quel est le coupe-circuit? Évidemment, les marchés. Le seuil de douleur et le coupe-circuit. Mais en fait, pour répondre au coupe-circuit, je me pose la question si ce n'est pas le Congrès américain. Et est-ce que les démocrates, à un moment donné, ne vont pas tout simplement provoquer un shutdown d'ici la fin du mois d'avril? Et ça, c'est tout à fait possible. Et alors là, on pourrait rentrer dans un moment aussi intéressant aux États-Unis. Mais je ne vois pas pourquoi les démocrates feraient des cadeaux aux républicains dans la discussion sur la prolongation ici. Je pense qu'il y a des discussions quand même qui sont compliquées sur la prolongation des baisses d'impôts. Donc je pense que ça peut être une possibilité. Je pense qu'au niveau de la politique qui viendrait, l'opposition politique qui viendrait stopper les élans de Trump. Je pense qu'en tout cas, ça peut être un élément ici, voilà, qu'il faudra voir. Et après, voilà, dans tout ce bruit des tarifs, on dit oui, il les a retirés, mais enfin, à la fin, plus personne ne sait où est-ce qu'on en est. Ah bah non. Et donc, ça crée quand même un peu de bruit négatif. Voilà. Oui, puis ça donne pas l'idée d'une stratégie très claire et d'une main très forte à ce stade pour Donald Trump. On est à 1 mois et demi d'exercice du pouvoir, donc j'irai pas au-delà. Mais si on regarde les Trump trades, ils sont tous retournés à zéro, à la case départ. Voilà, ça c'est la réalité. C'est pour ça que nous, on est dans un environnement où, par exemple, on est positif depuis le début de l'année sur un secteur comme le secteur de la santé aux États-Unis, plutôt des secteurs défensifs qu'on aime bien, et on pense que ce secteur pourrait continuer à surperformer aux États-Unis, un secteur qu'on aime bien. Donc on n'est pas plus négatif que ça, mais c'est vrai que c'est vraiment ça qu'on suit, et on est dans un environnement où on se positionne de façon un peu plus défensive d'un point de vue sectoriel sur les États-Unis.
beaucoup expliquent que ce qui est important dans le projet de Trump et de son administration, c'est aussi la séquence. Dans quel ordre est-ce qu'il fait les choses ? Et c'est vrai que je m'en souvenais pas, mais son premier mandat, il lance la guerre commerciale, c'est 2018-2019. Oui, Avant ça, il fait passer ses baisses d'impôts, les tax cuts Trump qu'il veut essayer de prolonger aujourd'hui. Il fait passer une loi sur la dérégulation bancaire également. Donc il y a déjà des aspects pro-croissance, pro-business qui sont dans l'économie américaine quand Trump engage le bras de fer tarifaire. À l'époque. À l'époque, oui, Trump 1. Ah oui, Trump 2, Musk ça, s'agite au sein de l'administration, mais derrière, c'est quand même plutôt les tarifs qui sont aujourd'hui en première ligne. C'est ça, là, il y a une énorme différence de séquence entre Trump 1 et Trump 2. Ouais. Donc, dans Trump 1, effectivement, comme vous venez de le dire, la guerre commerciale arrivait vraiment beaucoup plus tard. Et là, comme il en avait fait un élément vraiment important de sa campagne, il le case tout de suite. Et là, on n'a pas eu les côtés, il n'y a pas eu les côtés positifs pour l'activité. Et en fait, le côté le plus positif pour l'activité, c'est quoi ? C'est de toute façon les baisses d'impôts. Et ça va être vraiment très compliqué, quoi. C'est ce qui a été proposé. Donc la loi de réconciliation budgétaire, là, c'est ça le projet de loi de réconciliation. Adopté en principe par la Chambre des représentants, ça nous met quand même des baisses de dépenses de 2500 milliards sur 10 ans. Et pour l'instant, on n'a pas mis les lignes qui vont en face. Et les lignes qui vont en face, c'est des coupes dans Medicaid. Et Trump a dit... non, mais avec moi, il n'y aura aucune coupe dans Medicaid, notamment. Et en fait, il n'y a rien qui est cohérent, en fait. Et il y a tellement de contraintes, la différence de point de vue entre le Sénat, entre la Chambre des représentants, entre ce que Trump veut, ses propres contraintes, etc., que ce programme de baisse d'impôts et puis donc aussi de baisse de dépenses, il n'est pas renseigné. Énormément. Il n'est pas renseigné aujourd'hui. Il peut finalement... ne jamais arriver. Ouais. C'est une possibilité. On se souvient, dans Trump 1, il y avait la réforme de la santé qu'il avait voulu faire passer. Il n'avait jamais pu le faire parce qu'ils n'avaient jamais réussi à se mettre d'accord entre eux sur une réforme de la santé. Les tarifs vont être une source de revenus extérieurs qui permettra de... C'est un rêve. Ça, c'est le narratif. Oui, c'est le narratif. Le narratif. Un calcul de coin de table. Ouais. Si on voulait supprimer l'impôt sur le revenu, il faudrait des droits de douane de 80 points sur toutes les importations américaines. Bon, ça ne va pas arriver, quoi. Retour au début du siècle, enfin du XXe siècle. Non, mais ça n'a jamais, ça n'est jamais arrivé, ça, en fait. Ou alors peut-être qu'il faudrait remonter au XVIIIe siècle, peut-être. Je n'ai pas les chiffres, je ne les connais pas. Mais en tout cas, la fin du XIXe siècle, on n'avait pas des droits de douane qui étaient aussi élevés. On était sur des 30, Sur les droits de douane. Sur les droits de douane, ouais. Et là, si on revient là dans les années, avec ce qu'il fait, on reviendra dans les années 30. Avec ce qu'il fait, donc s'il y avait vraiment les 25 sur Canada, Mexique, s'il y avait les 20 sur la Chine, et plus on va dire 10 points et 10 un peu global sur pour tout le monde les autres, quoi. Une hypothèse, on arrive au-dessus de 20 et là c'est le plus haut depuis 1913. Donc ça remonte quand même à très loin, quoi. Ouais. Donc tout ça pour dire que oui, effectivement, la séquence est très très différente. Pendant Trump 1, on avait eu des indices de confiance qui avaient beaucoup monté et sur la durée, je ne sais pas, par exemple le Conference Board ou l'indice de confiance des PME, etc., ça avait duré très longtemps, c'était jamais retombé. Et là, il y a eu une sorte d'état de grâce dans les enquêtes pendant 2 mois. Et hop, c'est retombé complètement avec la politique tarifaire. L'état de grâce a eu lieu entre l'élection et son installation au pouvoir. Et depuis son installation au pouvoir, l'état de grâce est retombé. Avant son investiture. Exactement. Finalement. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur les marchés là ? Il nous reste quelques minutes pour en discuter, Alexandre. On regarde des mouvements violents quand même des derniers jours, effectivement. Alors, quels sont les horizons que vous choisissez ? Je vous laisse nous dire, mais est-ce qu'on a envie d'accompagner encore l'Europe et de quelle manière, par exemple ? On a envie d'accompagner encore l'Europe. Après, il y a quand même pas mal de choses qui sont pricées, Nicolas l'a très bien dit. Et puis, on a l'impression qu'on cherche de plus en plus, il y a tel secteur à prendre, il y a tel secteur qui n'a pas encore monté. Donc, on cherche vraiment, il y a cet effet sans fondement d'aller chercher les choses qui n'ont pas marché. Donc, je rejoins le côté plus défensif, notamment en termes de secteur, mais aussi sur l'Europe. Donc la santé européenne, la consommation de base européenne. Tout ce qui est cyclique, industriel, tout ça, c'est déjà presque inatteignable. C'est trop... Déjà, si vous voulez, dans une maison ISR, la défense, on va oublier. C'est un vrai sujet, on n'aura pas le temps de faire le débat. Non, mais c'est un vrai sujet aussi, peut-être pour une partie. Après, non, un secteur qui semble encore
intéressant, même s'il n'est plus dans le territoire pas cher, c'est les banques. On a cette quantification de la courbe, donc ça reste intéressant. Elles ne sont pas non plus immensément chères, donc c'est aussi quelque chose qu'on va chercher. Mais oui, donc pour accompagner une partie du mouvement sur l'Europe, peut-être que sur l'industrie, comme vous dites, l'effet d'annonce a déjà joué son rôle. Dans les défensifs aussi, un autre secteur qui m'intéresse, même s'il a déjà bien marché, c'est les télécoms. Ouais. On a beaucoup parlé de souveraineté européenne. On a vu ce qui s'est passé sur Eutelsat, qui est une toute petite boîte. Là aussi, c'était un effet d'annonce. Bien sûr. Mais fait quoi, x8 oui, ou x6 en quelques jours. Une semaine, oui, c'est ça. Parce que l'Europe privilégiera Eutelsat plutôt que Starlink. Oui, mais... Ok. Très bien. Maintenant, il faut que ça se retranscrive dans les chiffres. Donc voilà, on va pas aller sur ces valeurs-là qui ont déjà explosé et qui ont un peu l'effet même stock. Et puis sur les US, je ne sors absolument pas totalement des US. Il y a encore de très belles boîtes qui vont produire de très bons résultats à la prochaine saison de résultats. Donc là, même sur ces niveaux-là, on peut parler de désamour. Bref, de la tech et de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Bon, sur ces niveaux-là, on peut commencer à nouveau à regarder. Nvidia a encore pas mal de croissance embarquée à aller chercher. Donc US... Là, vous cherchez plutôt des points d'entrée aujourd'hui sur ces grandes valeurs américaines. Oui. Et dernier point peut-être, très rapidement, alors là aussi, c'est pas très compatible avec l'ISR, mais on peut quand même en parler rapidement. Il y a des valeurs qui sortent du lot. La Chine. On parlait de croissance mondiale, la Chine va être un contributeur et j'ai pas l'impression que, en tout cas dans leur état d'esprit aujourd'hui, les tarifs de 20% supplémentaires aient un gros effet sur leur croissance. Ils ont toujours un objectif de croissance de 5% qu'ils vont probablement atteindre. Donc là, je pense qu'il y a des choses à aller chercher. La Chine s'est un peu désensibilisée quand même du commerce mondial, ou en tout cas du commerce avec les États-Unis depuis Trump 1. Et puis 5% de croissance et surtout 4% de déficit. Là. Absolument. De 3 à 4. C'est un plan de relance. C'est pas un bazooka, mais c'est un plan de relance. Nicolas, oui, donc sur les questionnements que vous aviez d'ailleurs en début d'émission, comment on y répond là? Il faut être encore en Europe. On arrive aux conclusions à peu près identiques. D'accord. Donc il y a quelques différences évidemment, mais nous on est plutôt défensif. On aime certains des secteurs défensifs comme la santé. On pense qu'il y a peut-être des points qui vont être intéressants sur la tech aux États-Unis à regarder. La Chine, c'est un pari qu'on avait déjà mis en avant, on était venu la dernière fois, on en parlait. Et du côté duration, peut-être des opportunités pour rajouter de la duration en Europe, et plutôt de la bonne qualité, puisque du crédit IG, on a du 4%, c'est pas mal. Et pour revenir sur ce qui a été dit à la fois sur le plan de relance européen, et vous parliez de l'ISR, les valeurs qui sont liées à l'énergie renouvelable, c'est peut-être quelque chose qui a été délaissé et qui pourrait repartir, parce que si vraiment il y a un plan de relance, on aura besoin d'énergie, et il y aura certainement ici de la demande pour de l'énergie renouvelable. Bastien, pour conclure avec vous, là, dans les thèmes qui vous intéressent en ce moment sur les marchés. Il y a évidemment essayer de trouver un point d'entrée sur le Bund. Donc là, j'avais 90. Voilà, on n'est pas forcément très loin des moments où on pourra rentrer dessus. Puis après, comme mes camarades, en fait, c'est l'intelligence artificielle, la tech, les valorisations sont un peu moins tendues avec ce qui s'est passé forcément sur les dernières semaines. Donc, c'est des thèmes qui nous intéressent, auxquels on continue à croire. De ce côté-là qu'on a envie de chercher des points d'entrée. Les actions européennes, évidemment. Il faut tenir, bien sûr. Oui. Non, mais de toute façon, on est forcément investi en Europe, j'imagine, dans vos maisons. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Bastien Drus, CPR Asset Management, Nicolas Forest, Candriam et Alexandre Taïeb, Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Europe qui change de visage. Et nous en parlons avec Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Au regard de ce qui s'est passé hier, notamment du côté de l'Allemagne, c'est ce que je disais à vos confrères en début d'émission. J'ose inscrire la date du 5 mars 2025 dans la lignée de quelques dates historiques européennes, comme le 26 juillet 2012 ou encore mai 2020 avec l'annonce du plan Covid par Emmanuel Macron et Angela Merkel à l'époque et la voie qui s'ouvrait pour le programme Next Gen EU. Est-ce qu'on est dans ce genre de moment-là, Frédéric, où une version plus optimale de l'Europe est peut-être en train de naître ?
Oui, je pense, je l'espère. Pour tous ceux qui ont observé l'Europe et l'Allemagne en particulier depuis une quinzaine d'années maintenant, et en particulier pendant les tensions les plus élevées de la crise financière, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Il faut évidemment attendre qu'un certain nombre d'étapes juridiques, légales, juridiques, politiques soient validées, parce que pour l'instant on parle d'un paquet de mesures qui sont proposées et non pas encore mises en œuvre, et encore moins qui ont produit leurs effets, c'est probablement à long terme. Mais la grosse différence avec 2012, que vous citiez comme le whatever it takes de Draghi, c'est qu'on est sur l'aspect budgétaire du policy mix, là où l'aspect monétaire d'une banque centrale peut avoir un effet immédiat sur les marchés, calmer tout de suite la situation. Là, on va être dans le temps plus long. Et donc beaucoup de choses peuvent se passer. La séquence va être intéressante, pour pas dire très compliquée, avec peut-être des tarifs douaniers dans un premier temps, donc d'abord des mauvaises nouvelles avant d'avoir les bonnes nouvelles. Lorsqu'on parle ensuite en termes, pour terminer, d'effets économiques au sens large, d'un paquet budgétaire et notamment des dépenses militaires, on parle d'un multiplicateur de défense, d'un effet économique qui peut être moindre, mais quand on parle d'infrastructure, là, on peut vraiment imaginer et espérer un vrai soutien à la croissance potentielle structurelle sur plusieurs années. Donc on parle de temps différents, mais peut-être in fine d'un effet effectivement qui pourrait être d'une ampleur comparable. Un mot de la question politique en Allemagne, Frédéric, je ne veux pas vous emmener trop dans l'analyse politique, mais c'est quand même un facteur important. Friedrich Merz aimerait faire passer ces accords avec l'ancien Parlement qui court encore jusqu'au 24 ou au 25 mars prochain, je crois, Frédéric. Enfin, j'ai du mal à imaginer qu'il ait pu envoyer un signal aussi fort sans avoir quand même un terrain de compromis politique possible sur des sujets aussi importants que le plafond de la dette. Absolument. Et c'est même là la plus grande surprise. C'est la raison pour laquelle le marché a réagi aussi fortement, et les observateurs qui connaissent bien l'Allemagne ne se sont pas trompés. Je crois que ce serait une erreur de se perdre dans des détails politiques et juridiques. Il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir une cour constitutionnelle en Allemagne qu'on sait particulièrement attentive à certaines règles d'orthodoxie budgétaire, mais quand il y a une volonté politique exprimée aussi fortement, avec le soutien effectivement qui a dû être gagné pendant les négociations du Parti des Verts en particulier, qui va être dans l'ancien Parlement du coup critique pour obtenir une majorité. Voilà, même si on avait quelques défections par exemple au sein des conservateurs pour qui ce programme serait peut-être trop ambitieux, ce serait je pense plus que compensé par les soutiens d'autres partis. Donc ce serait très étonnant maintenant de voir l'Allemagne revenir en arrière. Je crois qu'un vrai tabou a été cassé et une vraie ligne rouge a été franchie. Comment est-ce qu'il faut comprendre le message envoyé par les marchés obligataires ? Correction très très forte avec une envolée de 30 points de base des taux allemands sur la séance d'hier en quelques heures. On l'a beaucoup raconté, historique en une journée, du jamais vu depuis la réunification. Sauf que derrière le 10 ans allemand, c'est toute la courbe euro qui s'est envolée. Ce sont tous les taux longs des pays de la zone euro qui ont suivi le même mouvement, Frédéric. Est-ce que ça peut être un problème à un moment pour d'autres États qui n'ont pas le même espace budgétaire, qui n'ont pas les mêmes ratios de finances publiques que l'Allemagne aujourd'hui ? Si toutes les choses sont égales par ailleurs, oui, une montée des taux français et italiens vers 4% ou au-delà, c'est toujours un problème pour des pays qui ont, alors c'est un secret pour personne, un stock de dette élevé à refinancer. Mais les choses ne sont pas égales par ailleurs. C'est bien la question, c'est la raison pour laquelle l'euro, la devise, elle monte, elle baisse pas. C'est pour ça la raison pour laquelle les actions européennes montent, et pas seulement dans la défense. C'est parce qu'on est en train de réévaluer des perspectives de croissance nominale à long terme, et que quand vous faites des exercices qui sont déjà franchement délicats, périlleux et discutables pour la soutenabilité de la dette à long terme, le dénominateur du PIB, nominal, croissance plus inflation, va compter, et je pense même encore plus, que le niveau des taux d'intérêt. Et c'est là la grande différence avec 2012 ou même la pandémie. C'est que toute remontée des taux d'intérêt se fait par la partie allemande, comme vous l'avez dit, pour des bonnes raisons, pour le moment en tout cas, à voir s'il y aura des déceptions. Et donc, c'est des conséquences complètement différentes
pour notamment la Banque Centrale Européenne. Oui, alors justement, évidemment, ça complique un petit peu le jeu peut-être pour la Banque Centrale Européenne. En tout cas, c'est ce qui ressort, semble-t-il, de la conférence de presse de Christine Lagarde. On est envahi d'incertitudes, de risques, des risques d'ailleurs dans les deux sens, des risques peut-être négatifs avec Donald Trump d'un côté, des risques ou des incertitudes ou des risques positifs avec l'idée d'une Allemagne qui dépenserait sur le plan budgétaire. Est-ce que ça veut dire que le sens du voyage pour la BCE aujourd'hui est beaucoup moins clair, Frédéric ? Oui, en tout cas, elle n'a pas répondu à la question pour dire si le sens de ce voyage de baisse des taux d'intérêt était toujours aussi évident qu'au mois de janvier, et donc par défaut, non. Cette direction n'est plus aussi claire, elle n'est plus en mode de pilote automatique. Pour une fois, je le disais en rigolant, elle pense sérieusement, je veux dire, c'est vrai que la Banque centrale ne s'engage pas et qu'elle va regarder les données, parce que de temps en temps c'est faux, on sait bien que... Là, elle est sincère. Là, elle est sincère et elle a raison. Il n'y a pas d'autre option que ça. Je le disais, la séquence va être très délicate parce qu'on peut tout à fait imaginer le président américain qui est en train d'ailleurs apparemment, ça changera peut-être d'ici quelques heures ou quelques jours, de relâcher la pression sur le Mexique, se tourner vers l'Europe. Et on le connaît, sa stratégie en général de commencer avec la menace la plus importante possible pour ensuite éventuellement négocier. Donc imaginez que demain, dans une semaine, dans 2 semaines, il tweet qu'il met en place des tarifs douaniers de 25% sur l'ensemble des biens européens, on sera dans une situation complètement différente pour la Banque Centrale Européenne qui, dans ce cas-là, devrait baisser les taux, je pense, encore en avril. Et puis, quand bien même, l'autre message du jour, même s'il y a des modifications, des incertitudes et un espoir, parce que ça c'est quand même majeur, il y a aussi cette idée que la politique monétaire est toujours restrictive, même si elle l'est moins. Ouais. Donc, l'inflation baissant, je pense, toujours dans les mois qui viennent, et ce risque sur la croissance est toujours à la baisse qui domine. Écoutez, la BCE est toujours finalement en mode d'assouplissement, donc de ce point de vue-là, finalement, la direction du voyage est encore relativement claire, selon moi. Ouais, vous dites à court terme, avant de factoriser les effets de l'Allemagne 2.0 et du programme budgétaire annoncé, le facteur qui va jouer à plein, c'est Trump sur les prochaines décisions. Absolument. Ouais. Et honnêtement, de toute façon, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec des mouvements aussi importants dans un sens ou dans l'autre et une incertitude aussi extrême, c'est pas une ou baisse de taux en plus ou en moins de la Banque Centrale Européenne qui fait la différence. Donc, on avait déjà tous dans le marché, observateurs de la BCE, l'idée qu'elle allait plutôt s'arrêter au niveau de ce qu'elle estime être un taux neutre autour de 2%, peut-être un peu en dessous, qu'on finisse à 2,25, 2, 1,75, on est sur les mêmes ordres de grandeur, on est en train d'atterrir en douceur vers ce qu'elle estime être un réglage monétaire plus neutre. La grande question, c'est en réalité, est-ce que ce niveau de neutralité qu'on n'observe pas, et dont personne n'a aucune idée en pratique, y compris la BCE, est-ce que dans les années à venir, on ne va pas plutôt se dire, finalement, on peut peut-être avoir un niveau d'équilibre un peu plus élevé pour des bonnes raisons, pas parce que l'inflation va à 4 ou 5% pour toujours, mais parce que l'Allemagne se sort enfin de ses problèmes séculaires, structurels, de faiblesse économique, change de modèle économique, l'Europe se crée des industries et une économie un peu plus forte, tout est relatif, et dans ce cas-là, pour des bonnes raisons, la BCE pourrait revoir aussi ses prévisions à plus long terme. Bon. Un temps un peu plus long de ce point de vue-là. Un dernier mot sur la situation conjoncturelle aux États-Unis, Frédéric. 1 mois et demi après l'installation de Donald Trump, on a l'impression que la vibe retombe un peu. Est-ce que c'est juste la vibe ou est-ce que c'est plus que la vibe ? Est-ce que le ralentissement conjoncturel pourrait être plus rapide et plus prononcé que ce qu'on imagine aux États-Unis ? Alors, en 2 ans, on est passé par 4 ou 5 phases d'inquiétude sur la croissance, y compris de récession qui allait arriver de manière imminente. Et nous, comme d'autres, avons surestimé parfois ce risque sur la croissance d'une économie américaine. D'abord, il faut le répéter, qui structurellement, en termes de bilan, de richesse, de patrimoine, des ménages comme des entreprises, est en bonne santé et équilibrée. Donc même si on avait un ralentissement, pour nous, c'est un ralentissement et certainement pas un effondrement de l'économie américaine. Sauf évidemment politique économique catastrophique, ce qui pour le coup n'est pas complètement impossible. Mais non, on a l'idée d'un ralentissement. La grande question, c'est qu'on a du mal à vraiment mesurer en temps réel les effets des coupes budgétaires, des licenciements, des autres mesures de baisse de dépenses qui sont mises en œuvre. Il y a un peu de mystère autour de ça, et que là aujourd'hui, on a à nouveau des inscriptions
hebdomadaires au chômage qui sont plutôt rassurantes, mais d'autres chiffres qui sont beaucoup plus mitigés. Demain, on aura un rapport sur l'emploi très important. Là aussi, ça va prendre du temps pour un peu faire retomber la fumée. Et je pense qu'on arrive, notamment sur le marché de l'emploi, à une situation qui est plus équilibrée, où les créations d'emplois chaque mois sont effectivement plus faibles, mais on n'est certainement pas à des niveaux récessifs. Donc, tout dépend là aussi de la politique économique. On parle par exemple moins de l'immigration, des flux aussi d'entrée dans le marché du travail qui ont beaucoup aidé pendant 3 ans, et à mon avis c'est une des inquiétudes qui aussi pourrait croître à moyen terme. Dans l'immédiat, c'est un ralentissement, et toute la question est de savoir jusqu'à où, jusque quand ce ralentissement, et aussi quelle pourrait être la réaction du président si effectivement dans les chiffres on commence à avoir vraiment davantage de mauvaises nouvelles. Bon, les incertitudes sont partout. Christine Lagarde nous l'a bien rappelé tout à l'heure. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour votre éclairage sur ces situations. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone.